Il y a 2 ans, aux Ateliers de la Terre, nous avions initié et proposé la projection d'un film qui s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs toujours, Super Trash. Ce film a eu une vie, une longue vie. Martin Esposito, son réalisateur, a traversé les océans. Alors ce qui est plutôt amusant, c'est qu'au départ, son métier c'était surfeur, et après il est allé surfer sur une décharge des déchets dans le sud de la France. Et juste pour vous dire que ce soir, on va vous présenter un film qui nous a énormément émus, parce que c'est une belle histoire, et moi qui suis journaliste, on m'a toujours appris que c'était un métier où on racontait de belles histoires, où on rencontrait des belles personnes, et on essayait de faire de belles choses. Alors, dans l'ordre d'apparition à l'écran, je vous présenterai Étienne Giros. Étienne Giros, qui est le président du CIAN, qui est le comité international des investisseurs en Afrique. Par la suite à un propos introductif d'Étienne, j'inviterai à la projection Thibaut, qui est le réalisateur, Thibaut Dufour. Et puis, il y a 2 héros, enfin il y a plusieurs héros dans ce film, mais en tous les cas, on a la chance d'en avoir un parmi nous. C'est celui-ci qui nous a particulièrement émus. Il est là, c'est Gérard. Il répondra à vos questions, parce que je pense que vous ne sortirez pas indemne de ce court-métrage, qui fait 26 minutes. Enfin, ouais, c'est un format de journaliste, c'est un format journalistique avant tout. Et encore une fois, Thibaut raconte une belle histoire à travers plusieurs continents. L'Afrique, les Afriques, comme on aime à les qualifier aux ateliers, l'Europe, un petit peu une Europe plus que vieillissante, et puis la consécration pour ces 2 jeunes aux États-Unis, à Berkeley. Alors, je ne peux pas parler de Gérard sans parler du second. Quel est le prénom? Mokta. Voilà. Alors, Mokta et Gérard forment un couple incroyable. Vous allez les suivre pendant 26 minutes. Je compte sur vous, juste après, quand les lumières se rallumeront, sous un tonnerre d'applaudissements, quand ce lauréat montera sur scène avec le réalisateur, pour rejoindre Étienne, que j'invite à monter sur scène, à nous présenter, encore une fois, par un propos introductif, ce qu'est le CIAN et toute cette démarche sur le continent africain. Bonne projection, bon film. À toi, Étienne. Merci. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous présenter le film, puisque je vous laisse le soin de le regarder et de l'admirer. Vous verrez que c'est quelque chose de formidable. Et je ne vais pas non plus vous présenter le CIAN, je vais juste vous dire qui je suis. Je suis président délégué de cet organisme, qui est un organisme patronal qui regroupe les 120 premiers groupes français ou sociétés françaises investis en Afrique ou travaillant avec l'Afrique. Donc on représente à peu près 80% du flux d'affaires entre la France et l'Afrique. Donc on a une certaine légitimité pour parler au nom du secteur privé. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire sur ce film, que je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention, parce qu'il est la traduction de ce qui se passe en ce moment sur le continent. Et je voudrais que vous le regardiez, si vous m'autorisez à vous donner un conseil ou à vous faire part d'un souhait, je voudrais que vous le regardiez avec, toujours en tête, pendant les 26 minutes, avec 2 regards, qui sont en réalité la traduction de 2 convictions que je porte en moi et que les entreprises françaises, privées, portent en elles aussi. La première conviction, c'est qu'il se passe quelque chose en Afrique, et ça n'est plus la même Afrique aujourd'hui, en 2014, qu'il y a 25 ou 30 ans. D'abord, il y a des raisons objectives pour ça. Vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, ça va pas être long, vous allez le retrouver et vous allez voir que ça domine en permanence, c'est la ligne rouge de ce film. Il y a des raisons objectives au mieux de l'Afrique. D'abord, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais il faut quand même que vous en ayez 2, 3, peut-être que tout le monde ne les connaît pas, bien que ce soit assez connu. Il y a aujourd'hui un peu plus d'1 milliard d'Africains. En 2050, il y en aura 2 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 1 milliard de plus sur un continent, ça n'est jamais arrivé sur la Terre.
depuis que la Terre existe, il n'y a jamais eu telle augmentation de population en 35 ans. C'est énorme. Deuxièmement, ça n'arrivera plus que là. L'Europe, la population de l'Europe ne croît plus, les États-Unis ou l'Amérique non plus, et l'Asie, la croissance démographique de l'Asie est en train de baisser. Donc, il y a ici un gisement incroyable de croissance démographique. Deuxième chiffre, après j'arrête sur les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 350 millions d'urbains en Afrique, et on sait à peu près que c'est en 2030 que la barrière va être franchie et qu'il y aura 1 milliard d'Africains qui vivront dans les villes. Donc je vous invite juste à penser qu'entre 2030 et aujourd'hui, il y a 16 ans. Donc en 16 ans, il va y avoir 650 millions d'urbains de plus. Est-ce que vous imaginez, juste imaginez, ce que ça représente en termes de défis pour l'Afrique, en termes d'urbanisation, les logements à construire, les routes, le traitement des déchets, la santé, l'électricité, rien que tout cela, les infrastructures. Et donc, ces deux chiffres me font dire, et nous font dire que, même si l'Afrique rate son coup, si tout se passe mal, objectivement, il faudrait qu'il y ait de la croissance. Vous ne pouvez pas nourrir et avoir 1 milliard de plus de population, vous ne pouvez pas avoir 650 millions d'urbains de plus sans qu'il y ait de la croissance. Il faudrait bien produire plus. Et donc nous avons devant nous maintenant, à l'aune de la Terre, un continent qui a ses perspectives de croissance. Donc ça, c'est les chiffres. Deuxième idée sur le fait que l'Afrique va mieux, c'est qu'il y a, et je vois qu'il y a ici des Africains qui ne me contrediront pas, et des gens qui connaissent ce continent, il y a l'accélération de l'émergence d'une classe moyenne. Ça, c'est très important. Il y a 30 ou 40 ans, la classe moyenne en Afrique était très faible. Il y avait une classe supérieure en termes de revenus et de responsabilités très très petite en nombre, et puis une classe très pauvre. Et il y avait une faiblesse de la classe moyenne. Aujourd'hui, il y a une émergence de cette classe moyenne, ce qui est un signe très positif. La classe moyenne, elle a des exigences. Les membres de la classe moyenne, ils ont des exigences de revenus, des exigences de gouvernance, des exigences de qualité de services qui sont rendus, des exigences d'éducation et des exigences de professionnalisme. Et donc ça tire les pays ou le continent vers le haut. Donc ça, c'est un deuxième point très positif. C'est l'émergence de la classe moyenne. Et troisième point, je le dis en troisième et c'est presque le plus important, c'est que le climat a changé. Pour ceux qui connaissent un peu, est-ce que vous vous souvenez quel était le climat de ce qui se disait sur l'Afrique il y a 30 ans ou 25 ans? C'était un climat négatif. L'Afrique, elle n'y arrivera jamais, elle ne s'en sortira pas. Vous vous souvenez d'ailleurs du livre de Dumont, l'Afrique noire est mal partie, etc. C'était défaitiste. Il n'y a que des maladies, des guerres, pas de bonne gouvernance, pas de croissance, etc. etc. C'était défaitiste. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je peux vous dire qu'en ce moment, il y a même un espèce d'optimisme béat sur l'Afrique, en disant c'est là l'Eldorado des 30 ans qui viennent. Pour les raisons, d'ailleurs, que j'ai dites au début. Donc oui, il y a un sentiment qui a complètement changé et qui s'est traduit notamment par ça j'en suis témoin, par une fierté des Africains eux-mêmes. On n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans se tourner, encore un peu, mais on n'est plus dans se tourner vers le passé, on regarde vers l'avenir et on dit on va y arriver. Il y a une fierté. Donc tout ça, c'est des éléments positifs. Et donc regardez ce film en vous disant, ben voilà, ça c'est une illustration dans ce film de ce phénomène relativement de fond qui se passe en Afrique. Je ne serais pas complet si je ne modérais pas un tout petit peu mon propos. Parce que là, c'est quand même un peu, il ne faut pas tomber, pardonnez-moi l'expression, chez les bisounours, tout va très bien. Non, il y a quand même encore des difficultés que je cite juste, qui restent à surmonter. Et il faut espérer qu'elles seront surmontées, autrement ça peut être, dans certains pays, le chaos. Les difficultés, je les cite en vrac, c'est la gouvernance. Vous savez bien qu'il y a encore des gros progrès de gouvernance à faire en Afrique, je n'insiste pas. Deuxièmement, c'est les infrastructures. Il faut des infrastructures. Vous ne pouvez pas développer s'il n'y a pas d'infrastructure. L'infrastructure, c'est-à-dire accès à l'eau, accès à l'électricité et les transports, essentiellement. Bon. Une petite illustration de ce propos sur les infrastructures. Vous allez vous poser une question. Vous savez qu'au Maroc, la société Renault a inauguré une usine pour fabriquer des voitures il y a 6 mois. Ils ont employé, et cette usine emploie 5000 personnes. Donc ils ont créé 5000 emplois. Bon. Et ils l'ont fait évidemment parce que les infrastructures le permettaient. Il y a 54 pays en Afrique. Je pose la question que chacun des 54 pays regarde et se dise, est-ce que Renault
serait venu chez moi, dans mon pays, pour ouvrir cette usine? Est-ce que j'ai une électricité régulière qui arrive tous les jours? Est-ce que j'ai de l'eau? Est-ce que j'ai les transports? Est-ce que j'ai un droit des affaires à peu près stabilisé? Et est-ce que j'ai des gens formés? Voilà. Et bien vous verrez que s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y aura pas de développement. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, ça a déjà été évoqué ce matin depuis le début de ce forum à plusieurs reprises, et moi-même je l'ai dit, c'est absolument clé, c'est l'éducation. L'éducation. Et avec les crises qu'a connues ce continent, il y a quelquefois pas de totalité, mais des morceaux de génération que je qualifierais de génération perdue. Parce que les universités ont fermé pendant 2 ans, 3 ans, la qualité a baissé, etc. Donc ça, c'est les défis à relever. Donc ça n'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux maintenant qu'il y a 30 ans, et vous allez le voir dans le film. J'accélère. Deuxième idée et deuxième conviction. L'entreprise est la seule source de richesse, et la seule création de richesse. L'État n'est pas une création de richesse. L'État peut créer des emplois. Il ne crée pas de richesse. Car pour payer ses employés, l'État il est obligé de lever des impôts. Donc il va chercher l'argent là où la richesse est créée, chez les particuliers et dans les entreprises. D'ailleurs, je remarque que je n'ai jamais vu de croissance sans entreprise. Ça n'existe pas. Par contre, on a pu voir de la croissance sans État. Bon. Donc, je plaide pour un partenariat entre les entreprises et l'État. Et les entreprises, quand je parle d'entreprise, je reprends le CIAL, mais ça n'est pas du tout que les entreprises françaises ou internationales. C'est d'abord et avant tout, et c'est en lien avec la classe moyenne, c'est les entreprises africaines et les PME. Et donc, deuxième idée, regardez ça. Développement de l'Afrique, optimisme sur l'Afrique quand même. Et deuxièmement, importance de l'entreprise, virgule, africaine. Bon film. Alors, une dernière petite chose, et je m'en serais voulu. Ce film n'aurait pas été possible sans la volonté d'un homme qui, au-delà d'avoir été ému, partage les valeurs, évidemment des ateliers d'État, mais surtout de l'Afrique. Il s'agit de Paul Gignès. Paul, je vais te demander de te lever pour que tout le monde te voie. Parce que, vous savez, cet homme, il était président, il a quitté ce beau pays qui est le Burkina Faso. Ouaga était président d'une merveilleuse école qu'il a montée qui s'appelle 2IE. Donc je vais vous demander quand même de l'applaudir parce que c'est quand même grâce à lui. Grâce à la sensibilité de cet homme, grâce à son cœur, puisqu'il a cru depuis le premier jour à sa première rencontre avec Mokhtar et Gérard, il a cru en eux, et c'est vraiment, évidemment, grâce à vous, mais c'est aussi grâce à Paul que nous sommes tous là ce soir. Merci. Et la deuxième chose, et je m'en suis encore plus voulu, parce que on m'a interrogé, on m'a dit, tiens, il s'est coupé les cheveux, il boit plus. Mais quelle drôle d'idée. Mais non, il continue à boire, et donc forcément, la dégustation, vous attendez tous, aura lieu après cet événement, parce que, voilà, on est venu nous voir, Georges et moi, en disant, tiens, cette année, c'est bizarre, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de dégustation. Si. On va promouvoir une région qui est magnifique, qui est la région de la Loire. On va vous faire découvrir des vins qui sont absolument merveilleux, et surtout, 3 hommes, comme j'ai pour habitude de les qualifier, sont des éleveurs de vin, ce sont des hommes qui élèvent le vin. Vous les rencontrerez tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, et je sais que vous serez peu nombreux à oublier, la dégustation a lieu juste après. Voilà. Bon film, Carlos Moteur, on y va. Merci. If the world were perfect, maybe there'd not be a need for entrepreneurs. Maybe there wouldn't need to be people thinking differently and trying new models that nobody has successfully proven before. But it's not. La conséquence positive de la mondialisation, c'est la prise de conscience d'une communauté de destin. Donc on est tous sur la même planète. Ça a une conséquence très claire, c'est-à-dire que les problèmes du monde sont des problèmes communs, et c'est ensemble qu'on va pouvoir les résoudre. There are new solutions that are very market-driven and that are very different in their approach to solving these world's problems than traditional philanthropy that may have less effectiveness. Il y a des marchés ou des populations qui ont des besoins qui doivent être satisfaits, que ces besoins ne peuvent pas être satisfaits uniquement par soit les pouvoirs publics dans le cadre de politiques publiques, soit par les entreprises traditionnelles, c'est-à-dire par la logique de marché. Donc entre les deux, il y a une nécessité d'inventer quelque chose. You can't have a truly global
focus on social innovation and social entrepreneurship without including Africa. Cette prise de conscience par la jeunesse africaine de cette communauté de destin fait qu'aujourd'hui, ils veulent prendre leur part à résoudre non seulement des problèmes du continent africain, mais tout autant effectivement participer avec les autres jeunesses à résoudre des problèmes du monde. L'idée que l'intérêt du plus grand nombre et la rentabilité économique peuvent cohabiter, voire même s'entretenir, commence à faire son chemin. En Afrique, comme dans le reste du monde, des étudiants imaginent des solutions innovantes pour répondre aux besoins des populations locales. Leurs armes, l'innovation, la soif d'entreprendre et l'envie sincère d'aider les autres. Yasmine et Roosevelt, tous deux étudiants à l'Institut 2IE au Burkina Faso, sont partis d'un constat qu'ils croisent au quotidien. 2,5 millions de personnes au Burkina vivent dans des conditions de logement précaires. Les briques traditionnelles, faites main à base d'argile, résistent mal aux intempéries et à l'épreuve du temps. Ces étudiants ont conçu des briques à base de terre et de résidus agricoles locaux, les tiges de maïs et de mil. Leur projet d'entreprise Terrogo permettrait la fabrication de briques solides aux normes internationales de construction à un prix abordable. Comme Yasmine et Roosevelt, d'autres étudiants cherchent à transformer leurs travaux de recherche en réalité sur le terrain. Avec leur projet baptisé Energy for All, Amadou et Guilain s'intéressent à la technologie du biodigesteur, qui permet de fabriquer de l'énergie à partir de déchets organiques et agricoles. Leur innovation consiste à utiliser du plastique recyclé dans la fabrication du biodigesteur, ce qui réduirait son coût par 2. L'énergie, indispensable à la cuisson et l'éclairage, deviendrait ainsi accessible aux familles rurales d'Afrique. On parle effectivement aujourd'hui de la réalité des gens. On est sur un autre mix entre l'idée de pérenniser une activité, bon ça il faut qu'elle soit rentable, et en même temps pour qu'elle soit rentable, c'est évident, mais il faut qu'elle s'adresse au plus grand nombre et donc qu'elle réponde à des besoins sociaux. Un troisième groupe d'étudiants travaille depuis peu sur un prototype qui peut avoir des répercussions considérables dans le domaine de la santé publique. Dans les laboratoires de leur école, Mokhtar et Gérard ont élaboré un savon anti-moustique. La problématique à laquelle on s'attaque, c'est le paludisme. Le paludisme, c'est 1000 décès chaque jour en Afrique subsaharienne. Et les personnes les plus concernées, c'est notamment les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La plupart de la population africaine n'ont pas même les moyens pour pouvoir se procurer les médicaments. Donc c'est mieux de penser à la prévention plutôt que la guérison. Donc c'est pourquoi nous avons passé à un savon anti-moustique, étant donné que tout le monde, même les personnes les plus pauvres, utilisent le savon. Donc nous, on veut fabriquer un savon anti-moustique accessible à tous. C'est pourquoi on avons décidé d'utiliser des produits locaux. Ce qui permet de générer des ressources supplémentaires pour l'alimentation et la scolarisation des enfants, et d'autre part de créer de l'emploi. De la fracture nord-sud et l'idée que le nord va résoudre les problèmes du sud est une idée qui est aujourd'hui désuète. C'est un changement de paradigme qui est en train de se construire. N'oublions pas qu'on a 2/3 de la population africaine qui a moins de 25 ans. Et ces 2/3, ces jeunes, doivent être l'objet de toutes nos attentions pour justement les amener sur des voies positives, tant pour le continent africain que pour le reste du monde. Pour voir ces projets d'étudiants se transformer en véritables entreprises sociales, c'est à l'international qu'il faut les défendre. Tous se sont inscrits à la GSVC, la Global Social Venture Competition. Pilotée par l'Université de Berkeley en Californie, c'est la plus grande compétition internationale d'entrepreneuriat social dédiée aux étudiants et jeunes diplômés. As they looked at the landscape of social innovation and the emerging world of social entrepreneurship, there was really simply no international forum or competition that could bring out some of the best of ideas of students around the world to deal with major problems like poverty, healthcare, education, and the like. Les étudiants de l'école 2IE comptent bien saisir l'occasion pour présenter leurs idées à l'international, devant des professionnels aguerris et investisseurs potentiels.
Plus de 600 projets du monde entier ont été proposés. À la clé, un premier prix de 25 000 $. Mais avant la finale mondiale aux États-Unis, c'est en France que tout va se jouer. Les 10 meilleures équipes francophones, sélectionnées parmi près de 200 projets d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, vont devoir s'affronter lors de la finale francophone à Paris. Dans un business plan, il faut penser à tout, en passant de la stratégie marketing à l'analyse financière, l'étude de marché, l'étude de l'impact social. Ce sont de nombreux points et donc nous on veut vraiment les préparer pour qu'on soit sûr qu'ils soient vraiment prêts à affronter le jury et qu'ils soient fiers de représenter leur projet et par la même occasion donc leur école de cible. Comment répondre efficacement? Il faut qu'ils gagnent en assurance, en prestance, en éloquence, du coup convaincre et surtout surmonter le stress puisqu'il y aura quand même une grosse pression demain pendant la compétition et donc 20 minutes pour convaincre. Tous espèrent voir leurs idées se concrétiser, leurs solutions exister. Sauf pas un peu de stress, ça va. Comment dirigez-vous bien? Une compétition, c'est un excellent outil pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et pour réunir toutes les conditions qu'un porteur de projet pourrait trouver si réellement il décidait d'être entrepreneur. On a une montée en puissance depuis 3 ans de l'Afrique francophone. On voit émerger des projets de cette zone qui sont des projets de plus en plus matures, de plus en plus construits. Notre vision, c'est une Afrique sans paludisme avec une solution simple, locale et efficace de prévention à moins de coûts. Ils sont confrontés à des situations que nous, on n'a pas forcément et ils ont vraiment un champ large pour innover et entreprendre. Comment réussir à résoudre le problème d'accès à l'énergie? Une brique en paille est aussi solide qu'une brique en ciment. Des tests scientifiques l'ont démontré. De nos jours, les entreprises, il faut à tout prix gagner de l'argent, c'est un business. Mais on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population qui est lésée, donc on veut aller dans ce sens-là, on veut apporter un plus aux populations de chez nous. On sent qu'ils ne sont pas dans une démarche d'alibi, ils ne surfent pas sur un effet de mode, ils sont convaincus par la démarche qui est la leur. Après, l'exercice qui est difficile pour un entrepreneur social, c'est de partir de cette bonne idée et de lui donner une articulation économique qui soit viable, qui soit pérenne, parce qu'il travaille sur des enjeux qui finalement sont des enjeux beaucoup plus impalpables qu'un simple produit ou un simple service dans l'économie classique. Le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie. Le public observe, découvre. Les étudiants se sondent, s'évaluent. Le jury questionne, décortique. Seuls 2 projets décrocheront un ticket pour la finale aux États-Unis. Annonce prévue à 18h. On est conscient qu'on va faire 2 heureux, mais 8 malheureux. C'est la loi du sport. Alors on va demander à José Luis Garcia de remettre, on va dire, le premier sésame pour Berkut. Nafa, Nana. Le deuxième lauréat, qui va aussi partir en Berkeley, c'est Faso Soap. L'équipe Faso Soap décroche donc son ticket pour la finale. Les projets Terogo et Energy for All remportent eux les prix du public.
Carton plein pour les étudiants de 2e. J'ai pas obtenu tout ça. Si on a été sélectionné à Paris, c'est que les gens nous ont fait confiance, c'est que quelque part, bon, c'est fiable, c'est sérieux. Si on arrive à s'imposer avec lui aussi, ça sera la confirmation. Nous allons dans un monde anglophone. Nous ne sommes pas tellement habitués à utiliser l'anglais, même si on se débrouille un peu. Il va falloir encore fouiller un peu plus. Quoi. Espérons qu'après la finale mondiale, il y aura tant mal d'investisseurs, de personnes qui vont nous accompagner. Pour arriver à trouver cette solution, à mon sens, qui est une nécessité pour l'Afrique. Ça donne de l'espoir, c'est pas une utopie. Investors, partners, solutions. Read it every letter. Absolutely. 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 Essential oil. Essential oils. The essential. 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 Yeah. The S. Price. Which are Replaces. replace. Yeah. You want to, yeah. To replaces existing subs which are essential. This is the easy part. And then they have to be able to stand up and say it. They have to say it to an audience of Americans. Believe me, it's not easy because it's competition. Those people are very competitive. So we still have two full days to work. It's still very early. What do you guys want to do? Once again? Yes. They also produce toxic fuels, which are. Bien qu'arrivé à Berkeley, il reste une étape à franchir avant de pouvoir accéder à la finale. Passer la phase éliminatoire. We are Real Gardening from South Africa, and we are involved in Sustainable Food Security Project. We do inspire young women in developing countries to take on leadership positions. Green Control allow disabled people to control objects with their minds. Première prise de contact entre ces futurs entrepreneurs sociaux venus des 4 coins du monde. Les équipes vont devoir convaincre avec une performance éclair de 90 secondes. Puis, une présentation à huis clos devant un jury professionnel. Sur les 18 équipes ayant fait le déplacement, seules 6 participeront à la grande finale. Et l'aventure continue pour Face au Soap. Le compte à rebours est lancé. Demain, c'est en 10 minutes que cela se jouera. It's likely to save. To save. Save. 10 minutes pour séduire. 10 minutes pour convaincre. 10 minutes pour voir leur idée prendre un pas de géant vers une crédibilité internationale, vers une concrétisation certaine. Dear Pastor, FASOSOP is us, but it could also be you. By investing in this project, you will save thousands of lives in Africa and propel Africa in its economy and social health. Hence our slogan, the action of a group, the future of an entire nation. Thank you.
mission, c'était de pouvoir arriver à faire quelque chose qui puisse toucher la population. Juste pour montrer au moins l'intérêt d'avoir été à l'école. L'envie de devenir ingénieur, je dirais que c'est mon papa, parce que mon papa aussi est ingénieur de formation, et lui il était ingénieur en agronomie, et à le voir, moi si je voulais devenir un peu comme lui. Moi je suis de nationalité burundaise. J'ai décidé, ce n'était pas une décision aussi facile, d'interrompre le travail et de venir étudier. J'ai laissé le boulot, la famille, le pays. Le dernier, il est né même quand j'étais déjà au TG, je ne le connais même pas. Donc je vois juste une photo, ma petite fille. Ça vous fait en face de vous des gens qui sont quand même des individus singuliers, avec une formidable envie de faire, une envie d'entreprendre, une envie d'avenir. We are the founding promoters of Fasoso Company. It starts with the team itself. It starts with a search for passion and commitment and tenacity. We want to stop this mosquito from destroying our economy, our social fabric, and reduce poverty in our countries. Our potential market is therefore 13 million Burkinabés. Our production capacity can meet 1% of this market. We can easily scale up and surpass this objective if we find more investors. Entrepreneurs have to be incredibly effective storytellers because their business plans are works of fiction. They have to convince the audience, whether it's investors or judges in a competition, that their dream, their vision of this world yet to be created is something they can create. Gerard, if we sum up, do you provide a solution accessible to the majority of the population? Sure. Do we provide a strong social impact? Yes. Do we master our technology? Of course. Is also easily scalable and replicable across sub-Saharan Africa? Yes, and the sooner the better. Dear audience, peut-être ça suffira pas pour gagner, mais j'y crois encore, mais je pense qu'il va te placer dans les trois. Le a été compris, c'est bien. Encore quelques heures avant le verdict. Un verdict qui peut peser de tout son poids sur l'avenir de ces jeunes et de la lutte contre le paludisme. Why are you doing this? Because you represent talent and skills and hard-working commitment. Most of us, perhaps all of us, who are engaged in the social sector begin because we're inspired. Finding a solution to a problem. Hopefully a very tough problem, but which has a great impact on society. Now we're going to announce the top three. You're excited to announce that third place goes to Pulpworks. L'équipe Pulpworks remporte le 3e prix. Elle est venue d'Italie présenter son emballage biodégradable. Les Américains de Carbon Roots raflent la 2e place avec un combustible à base de matières organiques comme alternative au charbon. Il ne reste plus qu'une place sur le podium. Can we get a drum roll, please?
quand on regarde ce concept, on se dit, ben, c'était quand même dommage qu'on n'y ait pas pensé avant, quoi. Et c'est là-dessus que c'est génial, et c'est là-dessus qu'il faut leur tirer notre chapeau. From an economic perspective, it made sense. It was a big problem, it could have big impact, and the team has sufficient skill sets and local knowledge for them to really have a chance at putting this together. There's ample room for that kind of leadership, guts, and impact. And I think you're beginning to see the early results of many of those kinds of initiatives. We need to provide examples for entrepreneurs who have been successful in solving some of these problems so that it encourages more students with great talent, with great ideas, with great energy to come and try and make a difference with their lives and their work. Le fait que les étudiants africains, pour la première fois, gagnent une compétition qui était habituellement gagnée que par des Américains, je pense que, vis-à-vis du reste du monde, ça prouve leurs compétences, mais vous imaginez la fierté qui en ressort, non seulement pour nos étudiants, pour nos professeurs, évidemment, nos équipes, et pour le reste de l'Afrique. C'est comme le mur du son. Une fois qu'on a passé une fois, on sait que c'est possible. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Donc la déflagration, après une victoire comme cela, on va pendant plusieurs mois, plusieurs années en mesurer le retentissement. Parce que d'aujourd'hui, c'est devenu possible. Et ce possible, vous n'imaginez pas ce que ça représente en fait pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier les Ateliers de la Terre de nous avoir permis de présenter ce film aujourd'hui. Je suis donc Thibaut Dufour, réalisateur et fondateur de la société de production audiovisuelle Check-in Films. Chez Check-in, on cherche au maximum à concentrer notre travail autour de projets porteurs d'espoir, de projets constructifs, histoire d'aborder les défis du monde d'aujourd'hui et de demain avec un petit peu un côté positif. Et là, on a eu beaucoup de chance de pouvoir suivre cette histoire. Parce que quand j'ai passé quelques temps au Burkina Faso, et quand je me suis rendu compte avec la direction de cette école de ZIE, on s'est rendu compte qu'il y avait cette année-là, donc en 2013, énormément de projets qui étaient présentés, des projets étudiants qui étaient présentés à cette compétition. Et on s'est dit là, il y en avait quelques-uns qui sortaient vraiment du lot, et ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de documenter ça et de les suivre. Donc on les a suivis, les trois équipes qui se sont lancées dans cette aventure, et après l'histoire s'est déroulée toute seule. Donc à ce niveau-là, on a eu une chance incroyable de pouvoir vivre ça. C'est un film avant tout sur l'idée, sur l'envie de faire quelque chose de cette idée, et sur l'accompagnement qui entoure une idée. Donc ça, c'est une première étape d'une dynamique entrepreneuriale. La deuxième étape, qui reste maintenant à dérouler, c'est la concrétisation de cette idée et la création de cette entreprise. Parce que Gérard et Mokhtar sont au jour d'aujourd'hui encore étudiants. Ils vont passer soutenir leur master dans 2 semaines. C'est ça, si tout va bien.
Et donc le deuxième volet reste à écrire. Et donc je vais peut-être passer la parole un petit peu à Gérard, qui peut peut-être nous parler un peu du projet aujourd'hui et de ce qui reste à entreprendre. Bon, je m'appelle Gérard Niediko, je viens du Burundi. C'est vraiment un long parcours, c'est la réalisation d'un rêve et on y croit parce que moi, j'ai travaillé au pays, mais j'avais ce projet en tête et je cherchais le moyen de pouvoir réaliser cela. Ce qui m'a poussé de décider, je voyais qu'avec les moyens que j'avais à bord, ça ne me permettait pas de réaliser de tels projets. Je cherchais des opportunités. C'est pourquoi j'ai cherché à étudier. Et voilà, j'ai eu une chance d'être dans une école qui a une vision de former des ingénieurs entrepreneurs. Et du coup, dès que je suis arrivé à cette école, c'est comme si ça venait vraiment pour rendre à maturité, c'est mon rêve. Du coup, on a commencé par comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise. C'est le premier cours qui n'a rien à voir avec l'ingénierie de l'eau, le traitement des déchets. Mais pour moi, ça ravivait vraiment la flamme qui était à moi. C'est de là que nous sommes déjà différents. Mokhtar a fait le parcours 2 yeux. On s'est croisés dans ces cours de management, de création d'entreprise, qui étaient des cours communs. Et c'est de là que j'ai pu partager mon idée avec lui, et qu'il a trouvé très intéressant, et puis qui m'a demandé est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble sur ce projet et puis le réaliser. Et voilà, et il m'a dit, moi je venais d'arriver juste à l'école, je ne savais pas, même cette compétition je ne savais pas. Il m'a proposé est-ce qu'on peut bosser ensemble sur ce projet et puis postuler à une compétition ensemble. Moi j'ai dit ça c'est génial, je cherchais des gens avec qui je peux travailler, donc voilà, l'histoire a commencé. Donc et voilà tout le parcours où ça nous a amené. Quand on a passé la demi-finale, on se disait voilà, j'ai commencé à voir quand même la réalisation de mes rêves. Donc, et voilà, on a gagné la compétition au niveau international. Du coup, on continue à travailler sur ce projet, malgré qu'on le faisait parallèlement avec les cours. On a essayé de développer nos prototypes. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Actuellement, on a des prototypes. Il nous reste des tests à faire. Et on va se pencher directement après la formation sur la concrétisation des tests à faire et puis aller dans la démarche de trouver des investisseurs, des gens pour lancer l'entreprise. Et on y croit, on a de l'énergie comme on dit dans la force, dans le ferme, et on compte aussi sur tant de gens, tant de monde qui nous ont soutenus et qui continuent à nous appuyer. Et voilà, même cette opportunité, c'est vraiment très important pour moi. C'est un plaisir, donc on voit cet accompagnement qui continue. Notre ambition, c'est de voir vraiment ces milliers de gens qui souffrent, qui meurent chaque jour, arriver à trouver un moyen de se protéger. Parce qu'il n'y en a pas en Afrique. J'ai une petite histoire. En Afrique, on amène quelqu'un à l'hôpital à la dernière minute. Quand j'avais autour de 5 ans, j'ai tombé malade avec le paludisme. Je souffrais avec la fièvre autour de 30 degrés comme ça. Et j'ai passé à peu près 2 jours. Mais normalement, on attend que ça puisse s'améliorer, puis on te laisse. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent à cause du paludisme. Et je me rappelle, je commençais à parler des choses désordonnées à cause de... Je voyais le ciel renversé. C'est de là qu'on a sollicité déjà pour me transporter sur un brancard traditionnel à l'hôpital parce que c'était l'extrême. J'ai été sauvé grâce à ça, mais il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. On aimerait au moins fournir un moyen simple. Et le problème, en Afrique,
l'idée, c'est de trouver des moyens simples et accessibles qui peuvent être intégrés facilement à la population. Et le savon, c'est quelque chose de très simple. Même les populations les plus pauvres, ils peuvent utiliser ça. Et nous avons eu cette idée. Voilà, on y travaille, on y croit. Voilà un peu. Donc le thème autour de cette projection ce soir, ça reste l'entrepreneuriat en Afrique. Donc là, on voit un exemple d'entrepreneuriat avec une dynamique un peu intéressante, un peu particulière. C'est-à-dire que c'est vraiment une dynamique où répondre aux besoins sociaux devient compatible avec la rentabilité économique, donc pour assurer la pérennité d'une activité. Et je vais peut-être poser la question à Étienne Giros ou peut-être Paul Géniaz s'il veut intervenir, puisqu'il est quand même partie prenante dans cette aventure. On voit aujourd'hui qu'entreprendre en Afrique, est-ce que c'est arrivé à décomplexer et justement miser sur cette compatibilité entre la rentabilité et les besoins sociaux? Est-ce que c'est aussi ça, entreprendre en Afrique? Est-ce que ça devient surtout ça aujourd'hui? Merci, encore félicitations. Oui, c'est largement ça quand on reprend les chiffres qui ont été cités tout à l'heure. La population des villes va largement doubler, on a des croissances extrêmement rapides. Et donc la question aujourd'hui de fournir de répondre aux besoins de la société est aujourd'hui, tout compte fait, le meilleur moyen de construire des entreprises en Afrique. Alors c'est essentiel, il y a une demande extrêmement forte et aujourd'hui ça devient incontournable. L'autre élément incontournable, c'est que ces besoins ils peuvent être répondus que justement, et c'est la mutation qui a été faite dans pas mal d'entreprises, et j'en y revenais, qui aujourd'hui d'utiliser et d'investir sur les ressources africaines elles-mêmes. C'est-à-dire c'est de faire générer effectivement, de générer des écosystèmes qui permettent, tout compte fait, de révéler les qualités d'entrepreneurs. Ces qualités d'entrepreneurs, on les inculque pas à l'école. On en a discuté ce matin. L'école, dans le système classique qu'on a transféré, tue plutôt ces capacités d'entrepreneurs. Elles sont, on pourrait dire, inhérentes au système africain, ne serait-ce que parce que la démerde est une forme d'entrepreneuriat, très, très clairement, et qu'il n'y a pas effectivement les filets sociaux, et chacun sait qu'aujourd'hui, et notamment les jeunes Africains, ils n'ont pas vraiment d'autre solution que de regarder l'avenir. Si maintenant, par rapport à ce regard qu'ils ont sur la société qui les entoure, on leur fournit des outils, donc et à la fois la connaissance ou les moyens de pouvoir justement réaliser leurs rêves, tout simplement. Donc d'une part, leur permettre de rêver, je crois que c'est essentiel. Et le rêve est un élément, et la curiosité, ça a été répété aussi dans la journée, sont des éléments essentiels à l'entrepreneuriat. Et ensuite, c'est comme dans une couveuse, il faut effectivement leur permettre, leur laisser le temps d'éclore dans de bonnes conditions, donc créer un écosystème qui leur permet de le faire. C'est pas de les transporter en Europe ou je sais pas où, excusez-moi d'insister là-dessus. L'avenir, pour beaucoup, et les solutions des entreprises françaises, si on en parlait, ou autres, qui avaient ça en Afrique, c'est d'investir justement sur la ressource humaine africaine, et ça sera les meilleurs développeurs, en fait, si on veut appeler ça, du business ou des activités. Et la réponse, pour revenir à la question initiale, aujourd'hui, oui, quand on regarde l'éducation, quand on regarde la santé, quand on regarde les besoins des populations avec la croissance démographique, un des premiers marchés reste la réponse à ces besoins sociaux. Et donc de créer ces entreprises qui aujourd'hui vont être l'interface entre, oui, la pérennité, parce qu'il faut que ce soit rentable, donc c'est la fin de l'assistanat, c'est la fin aussi d'une forme d'aide au développement, d'un rapport déséquilibré, et c'est à un moment un pari qui doit être fait sur la capacité elle-même de l'Afrique, non seulement à se nourrir ou à résoudre ses problèmes, mais quand on regarde bien les évolutions en termes de consommation, elle aura aussi à charge, dans quelques années, de nourrir une partie du reste du monde. Donc c'est un gros défi pour les Africains. Ils ont non seulement à développer le continent,
mais être aujourd'hui aussi des acteurs du jeu international et de la compétition internationale. Mais je pense qu'ils en sont capables, la preuve. Ben merci. Il y a peut-être des réactions, des questions dans la salle. Je pense qu'il reste quelques minutes. Si je peux... Bonsoir, donc Benjamin Gangan, je suis responsable j'interviens ici en tant que responsable du pôle partenariat et développement de l'association Oser Afrique. Ce nom qu'on a donné à cette association, vous l'avez très bien incarné là, franchement, j'avais l'émotion, je l'ai vu monter pendant le film, parce que le message qu'on défend depuis que l'association est née, c'est de dire que l'Afrique, avec ses pays qui sont si jeunes, 54 ans, a aujourd'hui le défi de trouver en elle les solutions pour son développement, parce que tout le monde s'est penché sur l'Afrique pour essayer de la développer. Il fallait peut-être que les Africains eux-mêmes y pensent et le fassent. Donc vous le représentez, et pour ça je vais vous dire merci. Alors nous sommes présents dans 8 pays africains aujourd'hui, malheureusement pas encore au Burkina, mais je sens que ça ne va pas tarder. Et je voulais savoir juste une question, au point de vue du coup personnel, comment vous avez vécu le fait de faire déjà ce changement pays de Burundi jusqu'au Burkina, et ensuite comment avez-vous vu la compétition par rapport aux autres pays qui sont pour vous, quand on voit d'Afrique, les pays tellement avancés. Qu'est-ce que vous avez pu vécu, comment vous l'avez vécu, et qu'est-ce que vous avez appris de ce challenge? Voilà. Bon, je pense que au point de vue, on évolue dans un monde global, et le développement, ça devrait être fait une complémentarité. Et ça, je le retrouve dans ce film. Si on regarde, nous sommes de cultures différentes. Moi, je viens de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest, avec même les problèmes qu'on connaît beaucoup plus en Afrique, qui y est beaucoup plus un frais au développement de l'Afrique et des conflits. C'est un message à donner, parce que je pense qu'on a besoin de voir de ce qui est important, si on a des bonnes idées, et ce partage, c'est cette complémentarité, chacun qui apporte un plus à l'autre. Et puis, ce qu'on a pu étudier, tirer de ça, c'est que effectivement, ça nous a permis quand même de montrer que ça change quand même beaucoup de choses. On se voit quand même qu'on n'est pas derrière les autres. Parce qu'il y a cette idée qu'au début, on pensait que, voilà, en Afrique, on ne peut, voilà, mais ça change quand même cette idéologie en se confrontant aux autres groupes. Par exemple, nous, aller aux États-Unis, rencontrer des équipes qui viennent de partout le monde, avec ces barrières de langue et arriver à s'imposer là-bas, c'est quelque chose quand même qui a créé cet esprit de fierté, de confiance, et que je pense que ça peut se transmettre même pour d'autres générations. On va s'arrêter là, donc je pense. On me demande de ne plus prendre de questions. Une petite dernière. Oui, bonsoir, Sonia Barry de l'UNESCO. C'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire. Donc tout d'abord, félicitations pour ce prix, c'est magnifique, cette magnifique victoire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on voit à travers le film, c'est que justement, c'est le rôle important des universités. C'est-à-dire que si du point de vue de la gouvernance, il n'y avait pas eu donc ces réseaux qui ont été créés avec Berkeley, s'il n'y avait pas eu donc cette connaissance de l'existence de cette compétition, s'il n'y avait pas eu ce cursus universitaire aussi où il y avait l'entrepreneuriat, vous l'avez très bien dit, donc tout un programme sur lequel nous-mêmes à l'UNESCO nous nous penchons pour créer une nouvelle génération d'ingénieurs africains qui ait une approche beaucoup plus transversale des enjeux et beaucoup moins uniquement technique, purement technique. Donc je crois que c'est très important de rappeler l'importance du rôle que jouent les établissements d'enseignement supérieur, et notamment à travers une bonne gouvernance pour permettre justement à des expériences comme ça d'éclore. Voilà. Et donc moi ce que je propose là, c'est que ce film soit aussi montré donc à l'UNESCO. On peut trouver une date, fixer une date pour qu'il soit pour qu'on puisse le diffuser. Bravo. La dernière.
Ok, merci à tous. La dernière question là. Moi, j'ai deux petites remarques et une question. La première remarque, c'est qu'il y a des moments où on se sent petit dans la vie. Et là, c'était particulièrement un moment où moi, personnellement, je me suis sentie petite. Parce que c'est énorme, ce qu'on a vu là. Donc merci, excusez-moi, je suis très émotive. C'est un moment très fort. Deuxième remarque, tout à l'heure, monsieur Géraud nous a donné un certain nombre d'éléments de contexte qui mettent en évidence le fait que, en effet, l'Afrique est devenue incontournable, que c'est un certain nombre de défis, d'opportunités. Ces éléments de contexte, comme il a très bien expliqué, la démographie, la gouvernance, les infrastructures. Je pense qu'il y a un élément qu'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est décomplexée. Et là, on en a une preuve évidente. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Et cette génération, elle est décomplexée sur le continent. Elle est décomplexée aussi par rapport à la diaspora. Moi, je suis là en tant que directrice d'un cabinet de conseil et de formation qui est invitée par le club Efficience et qui met en avant des réussites africaines, entre autres. Donc, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et ma question, c'est en lien aussi avec ce que cette femme extraordinaire aussi a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour relayer ce film? En tant qu'entrepreneur, on a des sites internet, on a des blogs. Est-ce qu'on peut en disposer pour le diffuser le plus largement possible? Tout à fait. Ce film est à disposition sur internet et vous êtes invité à le partager, à l'héberger, à le faire voyager un petit peu. Il est pour le moment accessible sur la page de notre boîte de production, checkinfilms.com. Il faudrait que je vous donne les détails. Et il y a une version aussi, je pense, sur YouTube. Il y en a un peu partout, donc, mais ça se trouve et ça se partage. Voilà, donc je peux vous donner les détails. J'ai juste été incorrecte parce que j'ai oublié de vous remercier tous. Désolée. Merci beaucoup.